Bonjour les passionnés de rando, bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio. Bonsoir Jonathan, ça va bien? Ben oui, très bien, toi aussi Eric? Ben oui, on se rencontre encore une fois, évidemment, le duo Joe et Lavio pour un autre podcast. Ben oui, puis en plus ce soir, on reçoit un invité intéressant sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, puis qui est quand même très peu connu, hein? Oui, effectivement, mais tu dis un invité intéressant, t'es-tu comme en train de sous-entendre que nos autres invités étaient pas intéressants? Tous nos invités sont super intéressants. Non, je te taquine un peu, oui, effectivement, ce soir, un invité vraiment très cool et surtout avec un sujet vraiment hors des sentiers battus. Puis vous allez comprendre que quand on dit hors des sentiers battus, c'est vraiment ça qu'on va parler ce soir. On a le plaisir d'avoir avec nous un aventurier, un guide et même un chroniqueur professionnel, Monsieur Guillaume Rivet. Salut Guillaume, comment ça va? Salut, ça va? J'espère que je vais être à la hauteur là, du qualificatif d'intéressant qu'on m'a déjà accolé. Si je suis plate, vous m'arrêterez de être là, puis on rentre chacun chez nous. Ben, on va au moins te laisser répondre à la première question, puis là, on va évaluer ça au fur et à mesure que l'interview va aller. Là. C'est bon. Laissez la chance aux coureurs, c'est déjà ça. Exactement. Oui. Donc, dans le fond... on dit souvent, moi j'appelle tout le temps ça la question qui tue, parce qu'à date, il n'y a pas beaucoup de nos invités qui ont vraiment dit, bon, ouais, je ne me dérange pas de répondre à cette question-là. On a eu une, c'était Marie-France, que tu connais très bien, elle me dit, moi j'ai pas de trouble avec ça, mais la plupart sont, tabarnouche, pourquoi vous nous posez cette question-là? Et la question est, qui est Guillaume Rivet? Ben, je vais me ranger. D'après moi, Marie-France, on a des atomes crochus. Là. Je vais me ranger. Ça me dérange pas, moi, de parler de ça parce que ça aide à mettre en perspective, justement, le personnage que je peux incarner, là, ou être. Là. C'est bien compliqué, mais grosso modo, moi, je suis un gars d'Abitibi. J'ai grandi en Abitibi. Je viens d'Abitibi, puis j'habite en Abitibi. En fait, je vous parle d'Abitibi. J'ai des mandats avec l'association touristique. Il faut que je plug le mot au moins 10 fois. C'est okay. On parlera, Guillaume, on parlera d'alcool tantôt, là. Parce qu'avec l'Abitibi, d'habitude, ça va ensemble, hein? Ah, ben, tu sais, les régions éloignées, là, c'est pas juste l'Abitibi, on pourrait mettre le Saguenay, le lac, la Côte-Nord, tout. La Beauce, on s'entend bien sur certaines affaires, on peut dire ça de même. Mais, ouais, grosso modo, là, j'ai grandi dans un petit village au sud de Rouen. Mes parents ont 400 acres de terre, fait que j'ai exploré ce terrain de jeu-là toute ma jeunesse. Fait que j'ai grandi dans un rang de campagne, dans le bois, on allait pêcher, on allait faire du canot, on faisait plein d'affaires. Puis j'ai un parcours quand même atypique là, à partir du cégep. C'est-à-dire que je faisais déjà beaucoup de plein air. Après mon cégep, j'étais un gars assez perdu dans la vie, là, comme beaucoup de personnes qui se cherchent dans la vie, qui disent je viens de finir un cégep, puis je sais vraiment pas où je m'en vais. J'ai comme tout sacré ça là, puis je suis parti dans l'Ouest canadien pendant 4 mois dans ma tente, faire des treks, travailler dans un casino au Yukon, puis dans mes off, aller marcher dans le bois. Puis j'étais parti avec des amis qui ont fait le bac en plein air et tourisme d'aventure. Fait que quand j'étais là-bas, j'ai appliqué pour le bac. Quand je suis revenu après, je me suis dit, ça m'intéresse, mais je suis rentré au bac en plein air et tourisme d'aventure, qui est aujourd'hui le bac en intervention plein air. Puis pour plein de raisons, ça n'a pas fonctionné pour moi. Là. J'avais déjà beaucoup d'expérience en plein air, mais j'étais loin de ma blonde qui était en Abitibi, puis là, le bac, il se donne à Chicoute. J'avais plus d'argent. Avec mes colocs, ça avait moins bien marché. Bref. Fait que j'ai lâché ça. J'ai travaillé en exploration minière. Pardon. Puis après, j'ai fait un bac en politique. Je vais prendre une petite gorgée d'eau si ça vous tente. Ça va être plus agréable. M'en profiter pendant que tu prends ta gorgée d'eau. T'as pas encore fini ton histoire, mais c'est assez éclectique comme parcours. Ça ressemble au mien. Ouais, c'est très, 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 très éclectique. Là. Après, j'ai été en politique à Sherbrooke. J'ai adoré ce programme-là. Puis j'ai fini par faire une maîtrise en environnement spécialisée sur les politiques publiques et les négociations climatiques. Tabarnouche! Après ça,
quand je faisais ça, je me suis trouvé une job à Radio-Can en même temps. Là, ça a été comme j'ai commencé comme journaliste, mais tout le long de mes études en politique, j'étais pas sûr que je voulais travailler là-dedans. J'étais pas sûr que je voulais finir en environnement non plus après la maîtrise. Je faisais ça parce que ça m'intéressait. Toujours en me disant, le plein air, c'était encore là. T'sais. Puis quand j'ai lâché le bac en plein air, je me suis continué à me former puis à faire des expéditions. Fait que j'ai commencé à faire des cours plus techniques en eau vive, en canot, en kayak. Aller chercher certaines certifications. J'avais déjà de l'expérience, mais j'avais pas les papiers. Puis à un moment donné, comme journaliste, quand je suis revenu en région, j'ai fait, c'est quoi, c'est la job de journaliste, ça me plaît pas, tu sais, dans une salle des nouvelles. Chroniqueur, c'est une histoire, journaliste, c'en est une autre. Puis j'aimais vraiment pas ça, le journaliste, fait que j'ai tout lâché ça. J'ai parti ma compagnie en plein air et tourisme d'aventure. Fait que là, je guide du monde en canot, je donne des formations de canot d'eau vive, de canot d'eau calme, des formations de survie, des formations d'orientation. Je fais des expéditions hivernales, tout en continuant à écrire en pige, en journaliste. Fait que j'écris pour Géo Plein Air, notamment, j'ai écrit pour B-Side beaucoup, pour Rando Québec quelques reprises. Puis je continue à faire des chroniques, soit liées à l'environnement ou au plein air à Radio-Canada. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Fait que, puis là, je fais des expéditions personnelles à travers ça. Fait que, le plus possible, en fait. Écoute, ça fait beaucoup de choses. Donc, t'as pas d'expérience du tout. T'as pas vécu dans ta vie. Hein. Toi, tu t'es concentré sur une affaire, puis t'as arrêté ça là, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. Non, moi, on dit que je virevote au vent. Là. C'est ça qui arrive. C'est que je fais comme, hey, ça c'était intéressant. Puis là, je vais en ligne. Puis là, je fais comme, j'ai fait ça. Hey, ça c'était intéressant. Puis là, je change de direction. Tu sais, puis à travers ça, j'ai fait beaucoup d'expéditions personnelles, des longues rivières, des affaires comme ça, des expéditions de 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça je les compte plus vraiment. Puis j'ai participé aussi à une émission de télé qui s'appelait La Grande Traversée. Ils prenaient 10 colons pour traverser l'Atlantique en voilier. Là. Je dis colons parce que c'est littéralement ça. Là. On était habillés comme en 1650, on mangeait comme en 1650, 55 jours en haute mer, de la France jusqu'à Québec, dans des vagues des fois de 14 mètres. J'ai perdu 40 livres dans ce périple-là, ça a été quand même toute une affaire. On va en reparler. On va en reparler tantôt. Là. On a une bonne question pour toi, justement, sur ce périple-là. Je pense que je vais laisser Jonathan lancer le bal. Là. Ouais, ben oui, ben là, c'est ça, tu sais, t'as comme plusieurs domaines d'expertise. Tu sais, comme ton titre un peu aventurier, ça doit être comme large, ton terme. Fait que tu peux-tu comme nous parler comme du côté aventure? C'est quoi tes nombreux domaines d'expertise là-dedans? Hein? Ben, c'est sûr que, mettons, d'un point de vue... c'est toujours drôle, là, le métier de guide au Québec, là, il y a des certifications techniques, mais il y en a des fois que... Tu sais, c'est pas parce que tu l'as que t'es guide, puis c'est pas parce que tu l'as pas que tu serais pas un bon guide non plus, tu sais. Fait qu'il y a des affaires comme ça... mettons, d'un point de vue technique, je suis instructeur de sauvetage en eau vive, je suis instructeur de canot en eau vive, canot en eau calme. Après, il y a des disciplines qui sont moins encadrées, par exemple la survie en forêt. Rando, la Fédération de rando commence à s'intéresser à ces affaires-là, donne des formations, fait que survie en forêt, de la marche, etc. Je peux pas dire que je suis certifié parce que dans le fond, il n'y a pas de certification qui existe pour être instructeur dans ces affaires-là, mais j'en fais aussi, puis même chose pour l'orientation. Après, tu sais, quand je dis aventurier au sens large, c'est dans ma tête, tu sais, l'aventure, c'est la façon de parcourir le territoire ou ce que tu fais, c'est un peu comment tu sais, la façon de le faire, c'est accessoire à l'aventure comme telle. Fait que ce soit en canot, que ce soit en ski, en randonnée, c'est toutes des façons d'explorer puis de parcourir le territoire. Fait que je me qualifie pas, par exemple, de canoteur plus que de randonneur ou de skieur. Mais mes plus grosses expéditions dans la vie, généralement, c'est soit en ski, l'hiver, en ski nordique, là, hors piste, ou en canot. Mais tu sais, je me fermerais pas la porte à une expédition de gravel bike ou une longue randonnée, ça, puis j'en ai fait aussi, là, fait que c'est ça. Fait qu'aventurier au sens large, je suis pas Jeff Tuat, mettons, qui est vraiment un grand spécialiste reconnu internationalement du canot, mais c'est quand même mon champ d'expertise. Mais je fais pas juste me concentrer sur une affaire, mettons, fait que je touche pas mal à tout. Ouais, ça fait vivre des aventures, puis de bouger, puis de... Ouais. Oui, définitivement. C'est vraiment le fun de voir que tu as vraiment
je pense, une expérience, une expertise qui est quand même relativement large. Tantôt, tu nous parlais d'une espèce de plan de fou ou un plan de colon. Exact. Faire un mauvais jeu de mots. Puis là, c'est pour ça que je te disais, j'avais une question là-dessus, fait que je voulais te laisser la chance de nous en parler parce que oui, c'est pas nécessairement relié directement avec notre domaine de la randonnée, mais on est tous des aventuriers, on aime tous entendre parler de plein de choses. Puis ça, ben quand je regardais un peu ton curriculum et tout ça, puis j'ai vu ça, moi j'avais entendu parler de ce projet-là et tout. Puis je me disais, oh my god, mais ça doit bien donc être cool. Tu peux-tu nous en parler un peu de ce projet-là, de la Grande Traversée? Ouais, puis oui, c'est ben, tout à fait. Attends, mettons, si je vais dans la mouvance, là, la façon dont je me suis retrouvé là, j'étais aux études à Sherbrooke, puis, tu sais, dans le fond, la Grande Traversée, c'est la même production qui a fait Destination Nord-Ouest, puis qui a fait, tu sais, fait que Destination Nord-Ouest, c'est les expéditions historiques en canot, Oui. où il remontait, Jacob Racine notamment a fait ça, Diane Moreau, des gens que je connaissais un peu. Puis après, il y a eu une autre émission qui s'appelait La Ruée vers l'Or. Oui. Puis la ruée vers l'or, c'était fait, là, il faisait la route du Klondike au Yukon. Puis moi, j'avais appliqué sur la ruée vers l'or. J'avais été j'avais passé en entrevue. J'avais pas été sélectionné. J'étais quand même jeune, par exemple. J'avais comme 19 ans à cette époque-là. Puis après, il y a eu la Grande Traversée. Puis quand la Grande Traversée, il y a eu une espèce d'affiche, parce que c'est la Radio Cannes. Puis là, c'était sur Internet. Ils disaient, on cherche des candidats pour traverser l'Atlantique en voilier. Puis moi, j'avais été quand même très déçu par la ruée vers l'or. Mais tu sais, j'étais plus ou moins mature à cette époque-là. Puis c'est un de mes amis qui fait un doctorat en histoire qui m'approche et qui me dit, aïe, on applique là-dessus, on va être pris les deux, ça va être malade. Moi, je me dis, ah, t'es malade, là. Il y a 2000 personnes qui appliquent là-dessus, je serai jamais pris. T'sais. Puis là, finalement, j'applique, lui applique, lui, il reçoit pas de téléphone, puis moi, je me fais appeler. J'avais même oublié que j'avais appliqué à ça. Puis là, je fais comme, ah, ok, oui, la Grande Traversée, ah, ok, c'est bon. Fait que là, il dit, on vous invite pour l'entrevue. T'sais. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai appris après, c'est qu'il invitait 300 personnes en entrevue sur les 2000. Fait qu'il appelait 300 personnes. Sur les 300, au téléphone, il faisait déjà un tri, puis il disait, OK, il en a invité à peu près 80. Là, tu allais passer une deuxième entrevue à 80, puis si tu étais choisi, il en reprenait 20, puis il en choisissait 10. Fait que là, quand j'ai passé la première entrevue, je me suis dit, ah, tu sais, ça a vraiment bien été. L'entrevue était censée durer 15 minutes, ça a duré une demi-heure. Je me suis dit, ils m'ont pas gardé pour le fun. Ils ont trouvé quelque chose. Fait que là, j'ai commencé à me dire, hey, ça se pourrait que je le fasse. Puis là, quand ils m'ont réinvité pour la deuxième entrevue à 20, j'étais comme, OK, là, grosse affaire. Puis tu sais, c'est drôle parce que quand je pense à ça, puis là, je vais revenir un peu plus sur l'aventure en elle-même, mais quand je pense à cette affaire-là, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré probablement faire Destination Nord-Ouest. Mais l'idée de faire la Grande Traversée, c'est quand même incroyable parce que j'aurais jamais l'occasion de retraverser l'Atlantique en voilier comme en 1650, habillé comme à l'époque, avec la bouffe d'époque puis toute la patente. Ça arrivera pas deux fois, cette opportunité-là. Ouais, disons que c'est pas le genre d'affaire que tu peux faire par toi-même. Là. Une affaire d'une expédition de canot, à la limite, tu peux t'arranger puis le faire. Mais ça, là, c'est un once in a lifetime. Là. Oui, c'est ça, exact. Puis Radio-Can n'aura jamais les budgets qu'ils ont eu pour ça. C'était dans le cadre du 150e. Tu sais, ça passait là ou ça passait pas. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été pris, puis là, finalement, pris l'avion, part à La Rochelle, t'arrives là, et tout est beau, c'est le fun, les petites parades. C'est Mylène Paquette qui animait le show. C'est super le fun, des petits tournages, on se promène, puis à un moment donné, il arrive avec une espèce de parade, des coffres, là, ils nous disent, OK, vous nous suivez, on les suit, puis là, c'est comme tu te mets tout nu, tu mets le linge qu'il y a dans le coffre, tu réalises que t'as fuck all, puis là, le lendemain, on a dormi ces quais à La Rochelle, le lendemain, on rentre sur le bateau, puis là, c'est comme, OK, vous partez pour le Québec, là, en voilier, là, tu sais, fait que là, on dort 10 dans une place, 4 mètres par 4 mètres, c'est notre bouffe, pour vrai, essentiellement, c'est du pain sec, du lard salé, de la morue salée, ça ressemble à peu près à ça. Ça a été vraiment tough. Puis
tough au sens où cette expédition-là, c'était psychologique beaucoup. Parce que là, on était sur un voilier, il y avait un capitaine, il y avait des officiers, il y avait d'autres personnes, tu sais, fait qu'on était 10 à le vivre comme à l'époque, dans un contexte moderne. Fait que nous autres, il y avait construit un décor dans le bateau, parce que les bateaux sont modernisés à cette heure. Fait qu'on vivait dans un décor comme de l'époque, puis partout autour, tu sais, il y avait des douches, il y avait des lits avec des matelas. Nous autres, on dormait à terre. Quand on se tassait, tu pouvais te réveiller sur quelqu'un en plein milieu de la nuit, tu voyais fuck all. Là, t'étais comme, voyons, je suis sur qui? Puis là, c'est comme, ah, c'est Fanny, tu sais. Puis là, t'es comme, ah, excuse-moi, Fanny. La vague était grosse, là, tu sais, c'est. Puis tu sais que l'autre bord, t'as genre des douches, puis des... Ouais, puis tu sais, tu vois la bouffe qui rentre dans leur place, puis des fois, c'est des burgers, puis nous autres, à cette époque, à certains moments de cette aventure-là, on aurait tué pour un biscuit soda, là, tu sais, on était rendu là, mettons. Là. Fait que ça a été vraiment toute une affaire, mais en même temps, tu sais, dans cette difficulté-là, il y a plein d'affaires qui ground, tu sais. Fait que là, autant que c'est une affaire que je referai jamais, probablement, là, autant tu te dis, Caroline, que je suis chanceux d'être ici. Il y a des moments où tu te dis, j'ai pas le goût d'être debout, mais les levées de soleil en plein milieu de l'Atlantique ou les couchers de soleil à 3000 km de la pollution lumineuse avec le ciel que t'as au-dessus, c'était fou, là, tu sais. Puis le bleu de l'océan, les dauphins, les baleines, on a vu plein d'affaires. On s'est baigné littéralement dans le milieu de l'océan dans le cadre de cette affaire-là. Tout nu, dans le milieu de l'océan, tu vois juste le bateau, il y a 4 km d'eau en dessous de toi. C'est vraiment des affaires, des moments des fois que tu te dis c'est transcendant ce que je suis en train de vivre, puis d'autres matins tu te réveilles, puis c'est toujours la même affaire, la même routine, tu vois toujours le même décor. Fait qu'il y a comme une espèce de grosse dualité dans cette aventure-là, mais qui te fait aussi apprécier les choses simples de la vie. Comme là, ce qui me manquait, c'était pas mon cellulaire, c'était pas mes courriels, c'était pas mes affaires, c'était les gens que j'aime puis le temps que je passe avec eux autres. Puis là, je pensais aux expéditions avec les gens que j'aime, je pensais au chalet de mon beau-père au Témiscamingue, l'odeur des épinettes, tout. J'avais tout pu ça, là, puis là, c'est ça qui a été tough. Puis le voilier, s'il avance pas parce qu'il n'y a pas de vent, il avance pas, t'sais. Puis tu peux pas décider de ramer pour aller plus vite puis dire OK, finalement, laisse faire des 40 jours, on va le faire en 30 parce qu'on rame fort. Ben non, là, en fait, on a perdu 10 jours dans des tempêtes avec des vagues de 14 mètres. Fait c'était censé durer 45, ça a duré 55. Mais tu sais, c'était un peu ça la beauté de la chose, c'est que tu choisis rien. Tu vas le subir. Fait que ça t'apprend à faire à être zen par rapport à ce qui se passe. Parce que tu m'a focusé sur ce que j'ai du contrôle, puis le reste, j'ai pas le choix de le laisser aller. Wow! C'est une énorme expérience mentale. Mais, je veux dire, tu peux pas... petite question sideways, tu peux pas... Je veux dire, tu peux pas sortir d'un affaire de même puis être la même personne, là. Je veux dire, ça a dû en partie forger le Guillaume Rivet d'aujourd'hui, là, parce qu'il a dû avoir un Guillaume Rivet avant la traversée puis après la traversée, certainement, là. Ben oui, mais en fait, c'est des leçons... C'est venu confirmer des leçons que j'envisageais déjà, puis cristalliser un peu une idée que j'ai par rapport à l'aventure. L'aventure, là, quand tu sors de ta zone de confort, pour moi, ce qui est super positif là-dedans, c'est qu'ultimement, ça te ramène à l'essentiel. Fait que, tu sais, il y a des aventures soft, là, tu peux aller passer du temps puis juste chiller dans le bois, ça, on s'entend. Puis ça, j'aime beaucoup ça, faire ça. Mais une aventure où tu te dépasses, c'est là que tu réalises les choses qui sont vraiment importantes pour toi, tu sais. Puis je trouve que ça aide à s'en remettre à l'essentiel. Puis je dirais, c'est ça qui... Cette aventure-là l'a cristallisé, a réussi à mettre des mots là-dessus. C'est-à-dire, comme, quand je sors de ma zone de confort, ça me ramène à l'essentiel. Puis j'ai vraiment hâte d'y retourner. Puis, ouais, c'est sûr, tu sais, je veux dire, quand on est arrivé en Acadie la première fois qu'on a vu la Terre, tu sens la Terre, puis là, tu te dis, oh, ça, c'est vraiment spécial. Parce que, tu sais, quand on arrive sur le bord de la mer, on sent l'eau salée, tu sais, puis on sent l'air salin. Mais quand tu passes 2 mois dans l'air salin, tu as l'effet inverse. Tu sens comme l'humus, puis la Terre, puis tu te dis, oh, OK, on approche vraiment. Puis, quand on est débarqué à Québec, là, c'était quand même spécial. Parce qu'on débarque, on était bien en époque. Moi, je me suis lavé une fois en 55 jours. Je sens le diable. Mon linge, je l'ai enlevé une fois en Acadie. Je l'ai enlevé en Acadie, puis on est débarqué dans le village historique acadien, puis après, on continuait jusqu'à Québec, puis il restait 8 jours de voilier à peu près à faire. Puis, j'avais 2 chemises. Une que je portais juste pour travailler, puis l'autre que je portais pour dormir, parce que comme ça, il était toujours sec. Puis là, ma chemise de travail, je l'ai pris, puis je l'ai tellement trouvé dégueulasse que quand je l'ai remis à l'envers. Puis là, les gens me disaient, hey, il était à l'envers ta chemise, puis quand je m'en fous, parce que si je l'enlève, je serais plus capable de la remettre. Je la trouve trop sale. Fait que j'ai juste décidé de la remettre puis pas l'enlever. Je l'ai gardé pour le reste des 8 jours. Fait que là, t'arrives dans ce contexte, dans cet état d'esprit-là à Québec, mettons.
On débarque, on est habillés comme à l'époque, petite parade, il y a comme le représentant du ministre de la Culture, il y a le maire de Québec, il y a puis ils sont tous là, puis là c'est comme bravo, puis là les petits applaudissements, puis là l'équipe de production dit ah, OK, ben on s'en rejoint demain, on fait un recap, vous avez une chambre d'hôtel au Concorde, puis là tout le monde s'en va, puis moi je suis seul avec ma blonde, habillé en colon, en plein milieu de la place Royale à Québec, tu sais, j'ai vraiment l'air d'un personnage qui est payé pour être là, limite, là. Fait que là c'est vraiment spécial, puis là, on s'en va, la chambre d'hôtel, je prends une douche pendant 1 heure, puis ça coule noir en dessous de moi. La chambre d'hôtel, qui est juste pour nous deux, est peut-être 6 fois plus grande que la place qu'on vient de dormir 10 pendant 55 jours. Il y a des paniers de fruits, il y a de l'alcool, il y a tout ce que je pouvais vouloir rêver d'avoir. On pouvait passer des soirées de temps à juste dire ce qu'on allait manger en arrivant. Mais un bout, je pense que j'avais un cornet de crème glacée avec une poutine puis un cappuccino en même temps. Hey, ça me fait penser. Tu te souviens-tu le film Seul au monde? Ouais. Tu sais, quand tu reviens là, à l'hôtel, qu'il y a de la bouffe, ouais, c'est ça? Ben, pas vrai. En tout cas, c'est un peu de même que je l'ai vécu, moi aussi. Là. En venant, ça faisait pas 2 ans. Là. Ben, c'est plus que 2 ans, je me rappelle plus de combien. Mais bref. Puis, tu sais, je me rappelle, on était au resto, après, il y avait ma famille qui était là, ma blonde, mes frères et sœurs, mes parents. Puis là, on est au resto, puis je regarde le menu, puis là, je dis à tout le monde, vous n'avez pas le choix de commander une affaire différente parce que je veux tout manger, genre. Fait que, toi, tu vas commander ça, toi, tu vas commander ça, toi, tu vas commander ça. Puis, juste d'être à terre, tu sais, je marchais bien écarté en maintenant tout le temps sur quelque chose parce que t'es habitué en voilier, il n'y a rien de stable, tout shake partout. Tu sais, j'étais à la toilette devant l'urinoir, les 2 jambes ultra écartées, la main à côté dans le mur, comme ça, si ça tangue vers l'arrière, je tomberai pas par en arrière. Puis il faut que je me rappelle que je suis plus sur un bateau, tu sais. Fait que le mal de terre, c'est comme un phénomène aussi, là, tu sais. On est tellement habitué à un moment donné de bouger tout le temps. Quand ça bouge plus, il y a quelque chose de bizarre, tu sais. Fait que, ouais, c'est assez marquant. Puis, pendant 1 semaine qui a suivi, je me réveillais à 4 heures du matin parce que les corps de bateau étaient à 4 heures. Puis là, je me réveillais dans la noirceur, puis je touchais autour de moi pour essayer de savoir qui est-ce qui était là. Puis là, c'était toujours ma blonde qui était comme non, t'es plus sur le bateau. Puis à toutes les fois, c'était comme oh, wow. C'était vraiment fou, en tout cas. Ouais, c'est marquant. Avec tout ça, ça te fait un parcours vraiment fascinant, là, comme la traversée que tu viens juste de nous parler. Tu nous as parlé que tu as été journaliste pour Radio-Can. Je pense que tu écris encore pour différents magazines, dont Rando Québec. C'est quoi qui te fascine de plus dans ce domaine-là, en général, qui est, je pense, beaucoup relié au plein air, un peu? Oui, ben, tu sais, puis j'ai été journaliste, mais j'étais encore chroniqueur. Fait que je suis chroniqueur en moteur de recherche. Des fois, je fais des chroniques plein air aussi à Pénélope, quand c'est pour l'émission Pénélope en remplacement. Okay. Puis, tu sais, c'est ce que j'aime, mettons, dans le milieu de la communication. Tu sais, je mentirais pas, là, je dirais qu'ultimement, mon but personnel, ce serait de pouvoir vivre d'aventures que je veux vivre, d'aventures personnelles. Fait que la communication, ça passe beaucoup par là parce qu'il faut que tu réussisses à vendre tes experts, entre guillemets, mais aussi à trouver des sujets. Fait que, la grande force que je dirais pour un magazine comme J'ai au plein air, c'est quand je parle à Simon Diotte, qui est l'éditeur en chef, je dis hey, on va traverser le lac Mistassini en ski. Il n'y a pas 30 000 collaborateurs qui vont dire ah oui, c'est vrai, comme ça m'intéresse pas, dans le sens que lui, il y a des offres de même, il n'y en a pas tant que ça. Fait que puis ça fait que je fais l'aventure pour vrai aussi. Puis là, moi, je prends des photos, des images, puis ça me donne un revenu associé au fait de vivre une aventure. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la partager, cette vision de l'aventure-là, puis en jaser. Puis tu sais, j'essaie aussi, ce que j'aime beaucoup, mettons, ce qui me fascine dans la communication, c'est, puis c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour les autres que j'entends parler, c'est les gens qui sont passionnés par quelque chose, là. Ça pourrait être les aquariums, là, tu sais, je m'en fous, mais quelqu'un de passionné qui est capable de communiquer sa passion, on dirait que ça te donne le goût d'embarquer là-dedans, tu sais. Puis ça m'a toujours fasciné. Fait que c'est un peu ce que je cherche à faire aussi. T'sais. L'aventure, moi, ça me passionne. La nature, le territoire, ça me passionne. J'aime ça l'explorer. Fait que j'aime ça le partager, autant que j'aime ça me faire partager des passions. T'sais. Fait que je pense que c'est un peu ça qui entoure tout ça. Puis je dirais, derrière l'aventure aussi, il y a quelque chose beaucoup qui est... c'est une posture personnelle. Tu n'as pas besoin d'aller traverser l'Antarctique aller-retour. Là, mais, Caroline Côté, j'admire énormément ce qu'elle fait.
Mais pour elle, se dépasser, c'est de faire des aventures qui seraient inaccessibles pour 99,9% de la population terrestre. Puis tu sais, peut-être que pour moi aussi, mettons, une des grosses expés que j'ai faites, j'ai skié de Rouen jusqu'à Montréal, c'était 650 km de ski. Ça aussi, c'est une grosse affaire. Mais ce que je dis aux gens qui me demandent, mais c'est pas accessible, je dis comme moi, mais je vous demande pas de répéter cette affaire-là. Tu sais, sortir dehors une nuit, si pour une personne, c'est sortir de sa zone de confort, ben, let's go, tu sais, ça n'a pas besoin d'être 30 jours, ça n'a pas besoin d'être 2 ans d'expédition, ça n'a pas besoin d'être la traversée de l'Atlantique, mais c'est ça. Fait que j'aime ça partager aussi beaucoup l'idée de la relation avec le territoire. Tu sais, notre territoire, on l'apprécie pas si on passe pas du temps dessus. Puis pour passer du temps dessus, ben, peu importe le moyen, peu importe l'aventure, ben, il faut juste sortir dehors et aller jouer dehors. T'sais. Fait que c'est ça aussi qui me fascine beaucoup dans le domaine de la communication, c'est d'essayer de transmettre ce petit twist-là, essayer de sortir de la contrainte de performance pour rentrer dans l'idée plus qu'on peut être bien dehors, puis on peut vivre en relation dehors, puis tout, puis on peut rentrer en relation avec notre territoire. Fait que c'est ça. Fait que ça va vraiment, toi, dans le fond... comment je pourrais dire ça, t'as la fascination pour le territoire, pour le plein air, mais en même temps, t'as cette fascination-là aussi de vouloir le communiquer, là. C'est des vases communicants, un peu, là. Ben oui, tout à fait. Je veux dire, je pense que j'ai un certain talent en communication, fait que ça s'est fait naturellement. Ça m'intéresse, je réussis à bien le faire. Puis en même temps, moi, si tu me demandes de venir parler d'une passion que j'ai dans la vie, quel grand plaisir extraordinaire. Là. La première fois qu'ils m'ont appelé à Pénélope pour me dire tu veux faire des chroniques, on sait que t'es chroniqueur, puis on veut que tu parles de plein air, j'étais comme hey, n'importe quand, là, invitez-moi tous les jours si vous voulez, là, je vais vous trouver des sujets. Mais c'est ça, tu sais. Oui, c'est une pierre deux coups, parce que dans le fond, ultimement, des expés, je vais en faire. Fait que là, si en plus on peut me dire ça te tente-tu d'en parler? Ben oui, tout à fait. Ah ouais, puis... c'est quand même vraiment cool de partager nos passions avec les gens aussi, là, c'est... Ouais, puis c'est un peu ce que vous cherchez à faire dans le podcast, d'une certaine façon, fait qu'ultimement... Ah, définitivement, tu sais, nous autres, le groupe s'appelle Passionnés de rando, mais c'est rempli de passionnés, mais pas juste de rando, là, il y a des passionnés de plein de choses dans le groupe, fait que c'est ça qu'on essaie de transmettre à travers le podcast. Oui, c'est tout du monde qui font de la randonnée à quelque part, mais du monde qui font tellement plus que ça aussi. Fait que ça apporte vraiment quelque chose là, de super intéressant. Puis justement, ben, si on revient sur le thème de la randonnée, toi, la rando, parce que tu fais de la randonnée aussi, c'est venu quand dans ton parcours? Tu plus vers le début ou un peu plus loin dans ton parcours? Peux-tu nous en parler un peu? Ben, tu sais, j'en ai fait plus jeune, là, souvent, là, des petites randonnées, là, des 5 km à gauche, des 8 km. Mais tu sais, on n'a pas de... En Abitibi-Témiscamingue, on n'a pas beaucoup de longs sentiers. Tu sais, je dirais, les plus longs sentiers d'un point de vue linéaire, c'est peut-être 16 km. Fait que c'est venu... j'en reviens un peu à ce que je disais au début, mais pour moi, la randonnée, c'est comme une façon de parcourir le territoire parmi tant d'autres, tu sais. Fait que si c'est, je dirais, le meilleur outil pour parcourir le territoire dans l'expé que je m'en vais faire, ben, ce sera la randonnée. Puis si c'est le canot, ben, ce sera le canot. Fait que c'est pour ça que le canot, tu sais, en Abitibi-Témiscamingue, on a 22 000 lacs et rivières. Là. Fait que c'est un réseau hydrique ultra connecté. Si tu veux le parcourir, ce territoire-là, t'es mieux en canot qu'à pied, tu sais. Mais j'ai fait d'autres places, comme au Yukon, là, dans les monts Tombstone, là, des randonnées de 5 jours, 6 jours en autonomie. Des endroits extraordinaires, là, puis là, ça se ferait pas en canot, là, fait que, c'est comme la rando devient ton accessoire pour explorer ce territoire-là. J'ai été dans Montgros aussi, avec des contrats professionnels, c'est des endroits, c'est des randos extrêmement techniques, parce que dans le fond, tu rentres, puis tu sors, puis tout le reste, c'est de l'orientation entre les deux, là. Mais ça aussi, c'est des endroits qu'à pied, tu te dis, waouh, c'est extraordinaire à explorer, mais quand même, ce serait l'hiver, je dirais en ski, ben, c'est deux territoires qui vont être pareils. C'est dans fait la randonnée, ça fait partie du lot de choses que je pratique. C'est pas mon focus principal parce que dans la région où je suis, c'est le fun d'en faire, mais je dirais que quand j'ai l'opportunité de faire des belles randos, des grandes randos, je passe pas outre, là. Ah ouais, puis tu sais, au Québec, c'est ça, comme tu dis, on a comme un territoire vaste, puis il y a comme différents types
d'activités que tu peux faire un peu partout, tu sais, on s'entend. Ouais. Puis ça, puis comme toi, de ton côté, là, tu vas nous faire découvrir une façon différente qui est assez particulière de randonnée. C'est le vif du sujet qu'on voulait parler aujourd'hui. C'est le bushwalking. La plupart des gens n'auront jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le bushwalking? Ben, tu sais, je sais même pas si c'est tant le terme comme officiel ou légal. Là. Je pense pas que l'Office de la langue française l'accepterait. Ouais, c'est pas comme s'il n'y avait pas quelques anglicismes dans le domaine de la randonnée et de l'aventure. Non, c'est ça, tout à fait. Mais, tu sais, si je fais le résumé simplement, là, ça revient à l'idée d'explorer le territoire. Le bushwalking, dans le fond, là, c'est de la rando hors sentier. C'est aussi simple que ça. Puis, tu sais, dans des endroits où c'est moins développé, des endroits qui le permettent aussi, là, tu sais, j'irais pas faire du bushwalking sur le terrain privé de quelqu'un, là, juste rentrer puis dire, hey, je m'en vais sur la montagne en arrière parce que j'ai vu que c'était beau, puis finalement, c'est tous des lots privés ou dans un parc national, sans autorisation, ces affaires-là. Tu sais, il y a des endroits pour le faire. Puis en Abitibi-Témiscamingue, il y a des terres privées, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de terres de la couronne, là, fait que des terres publiques où, tu sais, les contraintes d'usage sont très faibles. Tu peux pas mal aller où tu veux, faire pas mal ce que tu veux, tant que tu commences pas à abattre des arbres de façon commerciale ou à faire de l'exploration minière. T'sais. Je veux dire, tant que tu restes dans un contrainte de divertissement puis tu t'installes pas permanent à un endroit, tu peux aller où tu veux. T'sais. Fait que moi, cette affaire-là là, de bushwalking, généralement, ça commence, je regarde une carte topo, puis je me dis, hey, ce lac-là, il a l'air beau parce que ces cartes topo, il est enclavé dans des montagnes. Puis je me dis, bon, comment je ferais pour me rendre à ce lac-là que j'ai jamais vu? Puis je trouve le chemin le plus proche, je me rends là, puis rendu là, c'est comme l'aventure pure et dure. Là. Carte, boussole, GPS, tu coupes dans le bois, puis tu essaies de te rendre au lac. T'sais. Des fois, tu te rends pas, des fois, tu te rends. Ben, c'est ça, c'est vraiment bushwalking. Ça s'appelle bushwalking, grosso modo, parce que tu whack du bush en y allant, tu sais, fait que tu tasses des branches, des fois t'es dans de l'aunage bien dense, des fois dans des forêts de conifères ultra, tu sais, tu donnes des coups aux arbres, mais ils t'en donnent autant que tu peux leur en donner, là, sinon pas mal plus, là, tu gagneras pas ce combat-là à long terme, c'est sûr. Fait que, ouais, c'est comme ça. Fait que tu whack dans le bush pour te rendre où tu veux aller. Ouais, ouais ça explique bien la chose. Puis dernièrement, j'ai un collègue qui est allé justement dans l'Ouest canadien où il a eu à faire ça. Puis, tu sais, comme ça n'a pas été ses moments les plus glorieux, là. Il a pas nécessairement trippé, là. C'est quand même un gars d'expérience qui s'en est sorti, mais c'est pas... Tu sais, c'était pas son dada parce que faut quand même admettre que on entend souvent parler de niveau d'engagement. Là, t'es engagé solide là, parce que là, c'est de la navigation, puis t'es à travers des arbres, tu sais zéro focal ce qui t'attend. C'est bien beau de regarder une carte topo, t'as une idée du dénivelé, ça monte-tu, ça descend-tu pas, y a-tu des cours d'eau là, mais le terrain, si t'as jamais mis les pieds là, pis y a probablement jamais personne qui a mis les pieds là, tu sais freaking pas pantoute où ce que tu t'en vas là. Ouais, ça ressemble pas mal à ça, tu sais, pis le bushwalking, là, tu sais, en termes de discipline, quand tu regardes ça, mettons les chasseurs, là, je dirais les vrais chasseurs, là, pas ceux qui passent leur temps sur un side-by-side, là, ils vont en faire beaucoup, eux autres, ils vont en faire énormément, ils vont couvrir des fois, tu sais, j'ai des amis qui font des expéditions de chasse, entre guillemets, là, puis, tu sais, dans une journée, ils peuvent marcher 25 km hors sentier, là, essayer de trouver des traces à faire des affaires, fait que c'est quand même impressionnant la distance qui est couverte. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il faut faire attention dans ces affaires-là, parce que tu t'exposes. Tu sais, si t'as appelé, tu casses une jambe, là, puis que t'es pas prêt, puis t'as pas de moyen de communication, tu sais plus ou moins t'es où. Même si t'as du réseau cellulaire, à la limite, là, appeler une ambulance pour lui dire « Ouais, je suis dans le bois à coordonner 52 nord, 33 degrés. Tu sais, à un moment donné, c'est... Ouais, il y a des risques à assumer, fait que ça prend un certain niveau de compétence quand même. Là. C'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Ouais. Non, c'est là que la gestion des risques, moi, je suis un maniaque de la gestion des risques, là, c'est là que une bonne analyse de la gestion des risques est importante, mais tu parlais tantôt des chasseurs, ces affaires-là et tout. Est-ce que c'est à travers ça, la chasse ou tout ça, que
t'as appris cette discipline-là ou genre c'est venu naturellement, moi il y a du bois chez nous, ça me tente de la slack là, puis un peu ça slide comme on dit, que t'as appris ça? Ouais, mais c'est comme ma propension à me mettre dans la marde, je dirais, qui m'a apporté là. Non, mais j'ai comme quand j'étais jeune, on chassait la perlerie sur la terre, puis des fois j'étais comme bon, j'en ai pas vu. On a fait tous les sentiers, fait que mettons, je sais pas, sur la terre de mon père, il doit avoir comme 15 à 20 km de sentiers, mettons. Fait que tu les as toutes faites, tu les as pas vues. Fait qu'à un moment donné, tu te mets à couper entre les sentiers. Fait que là, tu sais, comme tu l'apprends de même. Puis des fois, j'ai regardé les cartes, je me disais, ce ruisseau-là, je l'ai jamais suivi jusqu'au bout. Puis là, c'est la carte qui a l'air d'avoir un genre de petit lac. Fait que c'est vrai de ça. Fait que là, tu marches, t'arrives là-bas, tu te dis, c'est beau, tu te fais un petit feu, tu te fais cuire des saucisses que t'as amenées, tu rentres chez vous après. Puis tu sais, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça s'est imposé, je dirais, comme façon de faire. Fait que après, il y a eu plein d'affaires que j'ai faites que je me suis dit, mon Dieu, que c'était calme. Tu sais, où j'étais à des endroits, tu sais, quand j'étais moins formé, quand tu commences à suivre des formations techniques comme, mettons, secouriste en région isolée, là, c'est là que tu réalises que tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta planification de risque. Puis tu as été chanceux qu'il ne se passe rien. Mais tu sais, je me rappelle quand j'étudiais à Sherbrooke, puis c'est quelque chose qui me manquait beaucoup de l'Abitibi. C'est que des fois, avec un de mes amis, je disais comme, OK, on part là, puis on rentre, puis on essaie de sortir à l'autre bout. Puis en faisant ça, finalement, j'étais sur des terres privées partout, puis c'était comme... Je réalisais pas tant, parce que dans ma tête d'Abitibien, moi, toutes les terres en dehors d'une ville sont publiques, mais finalement, il y a une culture ici, il y a un ranch de cheval, il y a des affaires, c'est un club privé, il y a des pancartes partout. Mais j'aimais bien ça, faire ça, j'appelais ça des sorties exploratoires. Puis là, c'était juste comme, on s'en va là, puis on explore. Puis après, l'idée d'explorer, de découvrir, c'est comme, ça venait satisfaire une curiosité chez moi qui me dit, puis des fois, c'est vraiment niaiseux, là, c'est comme c'est un étang de castor à l'autre bout du monde. C'est pas grave, j'ai le goût d'aller voir l'étang de castor, parce que j'ai jamais vu l'étang de castor. Fait que ça ressemble à ça. Puis après, c'est sûr que, tu sais, moi, j'étais un chasseur aussi, fait que, dans ces genres de disciplines-là, si mettons que tu veux pas être un gars avec de la Coors Light dans une watch, là, il va falloir que tu marches. Puis quand tu marches, tu découvres plein d'affaires. Moi, la chasse, c'est accessoire. Là. En fait, j'ai jamais tué de gros gibier. Puis je m'en fous un peu de jamais avoir tué parce que c'est là que j'observe le plus la nature aussi. Puis tu es plus conscient de ton environnement. Tu passes des temps assis, silencieux. Tu t'en vas à des places. Tu te dis, j'ai jamais été là, mais aller voir. Puis si tu vois de quoi, tant mieux. Mais ultimement, c'est pas tant pour la chasse que pour être dans le bois. Non, c'est ça. Comme tu as dit, c'est une très belle discipline, mais dans notre région, là je disais notre région, parce qu'Éric et moi, on est comme dans l'Estrie, mais tout ce qui est Estrie, Montérégie, région de Québec, 99% des terres sont privées. Là, fait que ici, c'est beaucoup plus dur, mais c'est comme tu dis, la BTB, quand c'est dans le Grand Nord, là, t'as un peu plus des terres à la couronne, dans le fond. Là. Oui, exactement. Fait que ça rend la discipline quand même beaucoup plus accessible de ce point de vue-là. Et anyway, si tu veux faire, mettons, des longues randonnées, à moins que tu veuilles toujours retourner faire la Trans-Kekeko ici, par exemple, il va falloir que tu trouves des façons d'être original pour aller marcher ailleurs. T'sais. Fait que c'est là que je dirais cette discipline-là trouve toute sa pertinence. Là. Ouais. Puis, by the way, pour être correct avec l'Office de la langue française, bushwalking, c'est débroussaillage en français. Ouais, c'est pas mal ça. c'est ça. Débroussaillage manuel à main. Ouais. C'est ça que tu voulais dire tantôt, Jonathan, parce que... Ouais, c'était ça. OK. Ouais. J'ai cherché en même temps, j'étais comme, bon, l'anglicisme, c'est quoi? Fait que mot pour mot, c'est débroussaillage en français. En tout cas, après cette petite pause loi 101... je vais te laisser enchaîner. Mais moi, avec ça, toi, Guillaume, c'est quoi que t'aimes le plus dans cette manière-là de randonner, dans le fond? Hein? C'est comme une façon, selon moi, je trouve, de s'approprier le territoire. T'sais. C'est comme de dire, genre, hey, c'est mon coin de pays, puis je veux le connaître comme faut. T'sais. Fait que, je le fais moins un peu à cette heure, là, mais aujourd'hui, parce que j'ai moins de temps, là, mais avec un de mes amis, à un moment donné, c'est comme les vendredis sorties exploratoires. Fait que chaque vendredi, on regardait une carte, puis on se disait, où est-ce qu'on va? OK, on va là. Fait qu'on partait, puis on trouvait le chemin le plus proche, on débarquait, puis ça donne une connaissance fine d'un territoire. Là, c'est large, là, mettons les Merci de Rouen-Noranda, mais il n'y a pas grand place
où tu peux aller à pied que j'ai pas été. Que ce soit l'hiver ou l'été. Fait qu'il y a déjà ça, tu sais, j'aime vraiment ça, l'idée de dire que je suis devenu un expert vraiment de mon endroit et de mon coin de pays. L'autre chose que je trouve extraordinaire, c'est souvent, c'est comme je l'associe un peu au bushcraft aussi, le bushwalking. Fait que le bushcraft, c'est comme, souvent c'est traduit par survie. Je trouve que c'est une mauvaise traduction. C'est peut-être plus une façon traditionnelle de faire du plein air. Fait que, tu dors en dessous d'une bâche, tu te fais un feu pour faire cuire ta bouffe. Il y a quelque chose de très apaisant, de très calme, de très retour, comme un peu à, je dirais, à l'essentiel dans ça, que j'aime beaucoup. Fait que généralement, on s'apportait un petit repas à faire cuire sur le feu de bois. Quand on arrivait à notre objectif, on cuisait notre repas, on regardait la vue, puis après on rentrait chez nous, avec une petite bière aussi sur le bord du feu. Là. Mais c'est ça, puis encore là, il faut respecter certains principes no trace, là, ça se ferait pas partout, ces affaires-là, bien sûr, mais aux endroits qu'on est, on sait que il y a peut-être quelqu'un qui va revenir là 5 ans plus tard, là, mais entre les deux, pas grand monde, mettons. Puis ça, c'est ce que t'aimes dans cette façon-là de randonnée, mais comme on parlait tantôt, on parlait de niveau d'engagement, on parlait, tu sais, bon, ben, tu sais, il y a peut-être des affaires que je ferais plus aujourd'hui une fois que j'ai eu mes cours de secourisme en région éloignée, tout ça. Selon toi, ça serait quoi, dans le fond, les difficultés reliées à cette pratique-là? Ben, la première chose, c'est sûr qu'il faut considérer que ça peut être une expérience qui est désagréable. Tu sais, c'est comme en plein air, il y a beaucoup de ça, le fun de type 2. Là. C'est comme, quand tu le vis, c'est pas super trippant, mais quand ça a fini, puis tu t'en rappelles après, tu te dis, ah, ok, ouais, c'était quand même drôle, tu sais, on s'en est bien sorti. Fait que, tu sais, ça se peut là, que tu as l'impression sur la carte, là, tu regardes les cartes éco-forestières, tu te dis, ah, l'écosystème a l'air beau, ça va se marcher facilement. Tu arrives là, finalement, puis c'est le bordel bien raide, il y a de l'aunage à pu finir, c'est super dense. Là, tu tombes dans des zones humides, tu as les pieds mouillés, etc. Tu sais, ça, je dirais, c'est la première difficulté, c'est qu'il faut être flexible. Puis il faut changer son plan. Si le plan n'est pas bon, ben, that's it, tu fais autre chose, tu ne te rends pas à l'objectif, tu regardes ta carte, tu te dis, OK, ben finalement, on va aller voir tel autre sommet, c'est pas plus grave. Deuxième difficulté, c'est sûr que ça prend des notions de base, des bonnes notions en région isolée, en gestion de risque. Fait que c'est les concepts là, qui deviennent vraiment importants, d'avoir un azimut d'urgence. Mettons, tous tes moyens d'orientation, l'âge, ben, tu sais que si tu vas vers le nord, tu vas finir par frapper une route. D'avoir un ange gardien aussi, c'est super important dans ce contexte-là. Puis, tu sais, de laisser une carte en disant, on va être dans ce secteur-là, parce que ça se peut que tu y votes un peu, mais au moins que l'ange gardien sache que, hey, je suis pas revenu à minuit, là, puis j'étais censé revenir à 7 heures le soir. Ben, il y a quelqu'un qui sait à peu près je suis où, puis s'il n'y a pas eu de contact de prix, c'est que j'étais trop magané pour en prendre un, tu sais. Fait que, il y a ça, le moyen de communication aussi, qui peut être un obstacle, tu sais. C'est un obstacle financier, il faut que tu t'ajoutes un InReach ou un Spot ou un téléphone satellite. Dans ces cas-là, ça devient essentiel si tu es hors réseau. Parce que s'il se passe de quoi et tu n'as pas de moyen de communication, ça peut vite déraper. Fait que, il y a une couple d'affaires dans le même. Puis après, des notions de survie de base, là, comment partir un feu quand ça va mal, puis comment gérer quelqu'un aussi qui s'est blessé quand ça va pas bien. C'est deux affaires qu'il faut vraiment quand même bien maîtriser, parce que si ça se passe, ça va être sérieux. T'sais. Parce qu'il n'y a pas de sentier pour se rendre. Fait qu'il y a personne qui va arriver là vite. Là. Ça va peut-être prendre 12 heures, ça va peut-être prendre 24 heures. Fait que si t'es pas capable de faire un feu puis de stabiliser quelqu'un qui s'est blessé sérieusement, t'es peut-être mieux de pas être là. Ouais, non, puis... Ça a l'air, comme ça a l'air super inaccessible, ce que je vous dis. Là, je dépeins le pire des scénarios, mais en général, en plein air, en gestion de risque, c'est toujours l'idée qu'il faut avoir. C'est quoi le pire des scénarios? Puis, si t'as pas prévu le pire des scénarios, il y a peut-être une chance sur 10 000 ou une chance sur 100 000 que ça arrive, mais il y a une chance sur 100 000 ça arrive. Fait que si ça arrive, ben, puis t'es pas prêt, ben, ça va fesser. Là, ah, justement, c'est tellement drôle qu'on parle de ça, parce que je suis en train, au moment où on se parle, je suis en train d'écrire un article pour un magazine, justement, sur la gestion des risques. Puis ça, moi, c'est toujours la première affaire que je dis, c'est, imagine-toi le pire scénario possible, puis pars de là, puis après ça, si t'es prêt à ça, ben... le reste après, ça va bien aller. Là. C'est comme moi j'ai toujours dit, c'est comme prepare for the worst, hope for the best. Là. Prépare-toi au pire, puis espère pour le mieux, puis that's it. Là.
Ouais, puis tu sais, souvent quand ça va mal, c'est que c'est pas juste une affaire. Les gens, ils considèrent pas ça. Ils se disent, mettons, il a oublié son kit pour faire un feu. Mais si t'avais besoin de faire un feu, c'était pas juste pour nécessairement pour le plaisir. Là. C'est peut-être que il y a quelqu'un qui s'est blessé, tout le monde est sur le bord de l'hypothermie. Fait que là, puis là, si tout le monde est sur le bord de l'hypothermie, c'est probablement que les conditions météo étaient pas si bonnes. Là. Il pleuvait puis il faisait fret. Fait que c'est comme un paquet d'affaires de même. Là. Fait que là, si t'arrives, là, t'as fret. Là, tu dis, OK, là, j'ai tellement fret, il faut que j'arrête tout ce que je fais pour faire un feu. Ah non, on a oublié le kit de feu. Ou il l'a, puis il est mouillé, puis t'as trop les mains, ta dextérité fine ne fonctionne plus, puis t'es plus capable de passer ton lighter. Tu sais, c'est... Les situations d'urgence, là, ça va jamais bien. Fait que là, c'est une cascade d'événements à un moment donné qui part aussi. Là. Fait que c'est pas juste j'ai oublié ma trousse. J'ai oublié ma trousse, puis là, finalement, j'en aurais eu besoin. Puis là, finalement, la personne rentre en hypothermie. Finalement, c'est plus long. Finalement, c'est ci, c'est ça. Fait que, en tout cas, je veux pas dire aux gens de pas faire ça, mais il y a des considérations à avoir pareil. Puis c'est arrivé là, dans ces sorties-là, on s'était dit que ça va nous prendre 4 heures là, max parce que c'est super proche. Puis finalement, on est sorti de là 12 heures plus tard, tout trempe, gelé, puis on a faim, puis on a soif. Là, fait que c'est arrivé. Ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé. Fait que c'est ça. Ah, c'est ça. Puis surtout quand, dans les sentiers, la sécurité c'est bon, mais aussi en dehors des sentiers, c'est encore plus important parce que c'est ça. Il n'y a pas de sentier où les secours peuvent arriver, t'es plus éloigné et tout. Là, fait que c'est clair. Là. Puis, on en a parlé beaucoup là, comme sécurité, mais si quelqu'un, si nos auditeurs veulent comme expérimenter ça, par où qu'ils devraient commencer? Mais la première chose, c'est de trouver un espace qui est propice à ça. Là. C'est-à-dire, justement, de respecter les lois québécoises et canadiennes associées à la propriété privée. Là. Fait que, c'est d'être sûr, il y a plein de ressources, comme il y a Forêt ouverte, par exemple, sur le site du gouvernement du Québec, qui va donner les cadastres, les terres privées, etc., toutes ces affaires-là. Fait que c'est d'identifier une terre publique en disant, comme, hey, là, j'ai le goût d'y aller. La deuxième chose, c'est l'ange gardien, c'est vraiment important. C'est un contexte en sentier, hors sentier, peu importe. Il faut que quelqu'un sache vous êtes où, puis sache comment venir vous chercher. Après, avant de se lancer dans des affaires-là, moi, je pense que ce que ça prend aussi beaucoup, c'est en dehors de l'équipement, puis ces affaires-là, l'équipement, ça se trouve, là, c'est les compétences d'orientation, puis les compétences de survie. Fait que si ça va mal, il y a les compétences de survie, quelqu'un est capable de se faire un feu, etc., puis de passer une nuit dans des conditions un peu mauvaises. Les compétences d'orientation, ça, c'est vraiment, vraiment primordial. Puis c'est vrai aussi pour les randonnées les plus techniques au Québec. Je parlais des Monts-Groux tantôt. Ben, les Monts-Groux, là, c'est une des places où il y a le plus d'évacuation au Québec parce que c'est un site populaire qui est vu comme un peu l'ultime site de randonnée au Québec. C'est-à-dire comme le plus haut niveau de randonnée qu'on peut faire. Mais il y a beaucoup de gens qui se lancent là en disant « Moi, mon GPS va fonctionner tout le long de la randonnée. » Puis là, finalement, le GPS lâche, puis ils savent pas, ils n'ont pas d'azimut d'urgence, ils savent plus où sortir, ils savent pas comment... Fait que les compétences d'orientation sont super importantes. Puis après, ça, c'est un conseil que je donne pour toutes les disciplines en plein air, que ce soit le canot, que ce soit le camping d'hiver, le ski de rando, etc., y aller par petits pas. T'sais, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Fait qu'avant de vouloir faire 20 km de bushwhack, ben fais-en en 2, puis check comment t'as trouvé ça. Puis si ça va bien, après, ben pousse-le un peu plus loin, puis donne-toi un objectif un petit peu plus ambitieux. Fait que, tu sais, c'est comme d'y aller d'étape par étape. Puis c'est la même chose en camping d'hiver, tu sais. Tu pars pas 20 jours en expé sur ton premier trip de camping d'hiver. Tu pars une nuit en arrière du chalet ou dans un camping de la CEPAC, puis si ça va bien, ben là, tu feras 2 nuits, puis tu t'éloigneras, puis là, tu intégreras d'autres notions. Mais il faut vraiment y aller notion par notion, puis pas trop se mettre en danger les premières fois, parce que c'est là qu'on ne saura pas si on est vraiment en danger sans le savoir, ultimement. Ouais. Effectivement. C'est tout des bons, des très, très bons conseils. Puis j'aime beaucoup. Les gens me connaissent de plus en plus, puis Jonathan me connaît vraiment en gros, puis il sait que moi, chaque fois que nos invités parlent de sécurité, puis de gestion de risque, puis tout ça, c'est de la musique à mes oreilles, parce que ça me fait pas passer pour le gros méchant qui est tout le temps en train de dire à tout le monde arrêtez de partir en gougoune, monter le Mont Lafayette, puis amenez-vous de l'eau, puis les accidents, ça arrive pas rien qu'aux autres, puis soyez prêts. On aurait dit que je passe mon temps à dire ça, puis que j'ai toujours l'air d'être le gros méchant, mais quand je suis pas le seul à le dire, qu'on invite des gens qui sont autrement plus qualifiés que moi,
puis qui ils tiennent le même genre de discours, j'aime ça, parce que moi, je dis toujours que c'est à force de marteler que le clou finit par rentrer, puis je me dis que si le clou peut finir par rentrer, puis aider quelques personnes dans notre communauté à pas se mettre dans le chenoute, tu sais, c'est une bonne chose. T'sais, moi, je me dis toujours, on n'essaye pas de sauver 100, 200, 300, 1000 personnes. Commence par essayer d'en sauver une, d'en aider une, puis part de là, tu sais. Ouais, fait que... J'ai le goût de rebondir un peu sur ce que tu dis, puis je reviens à ça, tu sais, j'en ai eu des plans de marde, puis j'en ai fait des affaires de marde que j'aurais pas dû faire, tu sais. Puis ça m'est arrivé, puis c'est arrivé à plein de gens dans le domaine du plein air qui, tu sais, avant de devenir des experts ou des professionnels, mais plus tu fais des formations, plus tu deviens conscient des risques. Au début, là, t'es inconscient des risques, c'est comme un cercle des connaissances. T'es inconscient, puis t'es incompétent, puis en plus t'es inconscient que t'es incompétent, tu penses que ça va bien. Fait que c'est comme... Fait qu'il y a tout ça, puis à un moment donné, tu commences à réaliser qu'il y a des risques quand tu commences à en vivre, puis là, tu réalises, oh mon Dieu, je n'avais pas les compétences pour faire ce que je suis en train de faire. Puis généralement, ce qui arrive, là, c'est que les accidents sont mineurs. Tu sais, c'est comme, il y a un accident, il y a un passé proche, les gens disent, ah ouais, c'est comme... C'était comme ça a passé proche, mais je m'en suis sorti. Mais il suffit que tu gagnes à l'auto de la bad luck. Tu gagnes à l'auto de la mauvaise chance, puis là, c'est là que ça va fesser. Puis ça peut fesser à n'importe qui n'est pas prêt. Puis là, quand rétrospectivement, tu penses à ces affaires-là, tu te dis, bon, la différence, mettons, de cette personne-là qui est tombée en hypothermie, puis qui en est morte dans une randonnée, c'est le fait qu'elle a pas mis un manteau dans son sac à dos avant de partir ou un lighter, tu sais. Fait que c'est tellement niaiseux, des fois, quand tu y penses, tu te dis que c'est un petit geste, là, juste une petite affaire. Ou comme dans le film 124 heures, le gars qui reste pris sur son rocher, l'erreur qu'il a faite, c'est de dire à la personne il était où. Tu sais, il aurait laissé un plan de l'endroit où il était dans son char, puis ça aurait été correct, là. Il aurait été surveillé, il aurait gardé son bras. Il a passé 124 heures à se demander s'il fallait qu'il coupe son bras avec un canif, puis ce qu'il a fini par faire. Mais c'est un détail, là. C'est juste une petite affaire, là. Fait que là, tu dis, ça sera pas grave. Il y a 95%, 99% des chances que ce soit pas grave, mais si ça devient grave, là, t'es dans la merde. C'est juste un principe de précaution vraiment simple à appliquer. Puis je dis ça de même, puis pas plus tard que cet été, je me suis pété la gueule en gravel bike. J'ai été chanceux d'avoir du réseau, mais je me suis coupé jusqu'aux muscles, là. Je voyais mes muscles en space, puis tout. Oh. Puis j'avais pas de trousse de premiers soins avec moi, là, parce que j'étais en vélo, puis d'habitude, j'en apporte pas en vélo, mais... Puis je suis guide, puis je suis formateur là-dedans, puis je donne des cours de secourisme, puis tout, mais j'ai pas pensé à ça. Fait qu'à cette heure, j'ai un petit kit de base juste pour dire sur mon vélo, sur toute sortie, puis... Mais comme tu dis, des fois, hein, c'est niaiseux, c'est comme... Moi, souvent, je prends cet exemple-là, c'est... Tu sais, tu marches. Les chances que tu te pètes la margoulette en marchant sont faibles, puis tu traînes une trousse de premiers soins, puis tout le gros kit, puis tout le kit. T'as-tu plus de chances de te péter à margoulette en vélo ou en marchant? T'as bien plus de chances de te péter à margoulette en marchant, mais on n'amène pas de trousse de premiers soins. Ça, c'est pareil comme les gens qui partent en rando, puis on aurait dit que plus ils partent longtemps, puis plus ils partent loin, moins ils tiennent, moins ils amènent de stock. Mais c'est parce que plus tu pars longtemps, probabilistiquement parlant, plus tu pars longtemps, plus tu as de chances de péter la gueule. Pourquoi t'amènes moins de stock? Ouais, c'est un peu contre-intuitif. Ouais, hein? Puis, tu sais, dans tout cet univers-là, il y a des exemples qui sont pas si bons. Tu sais, mettons, je pense... Tu sais, la mode est quand même beaucoup à l'ultra-marathon, mais tu sais, l'ultra-marathon, ça se veut être ultra-léger aussi. Fait que là, tu sais, là, t'es un coureur, tu cours, tu regardes Kylian Jornet, tu montes le Mont-Blanc avec des speed cross de Salomon. Ouais. Puis, c'est correct, là, mais tu sais, c'est un athlète d'exception, là. On n'est pas tous Kylian Jornet. En fait, il y a juste un Kylian Jornet sur la planète. Puis il se met à risque, là. Il faut pas se le cacher. Il se met à risque, lui aussi, là. C'est comme Alex Honnold qui fait free solo. À un moment donné, il va manquer une prise, puis ça ne sera pas dans son contrôle. Tu sais, dans le fond, il y a toujours une part aléatoire aussi en nature qu'il faut prendre en considération. Là. Il y a ce que tu contrôles puis ce que tu ne contrôles pas. Fait que tu as beau être le meilleur au monde, ça se peut qu'il y ait un risque aléatoire à un moment donné sur lequel tu n'as aucun contrôle qui se présente et qui t'arrive. Même si tu es le meilleur au monde dans cette discipline-là. Fait que c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que
Mais c'est ça. Parce qu'on peut en parler longtemps. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que je pense qu'on va revenir à nos moutons, mais c'est des sujets le fun à parler. Moi et Jonathan, on pourrait en parler. Là. On a eu des discussions comme ça. On a refait le monde à peu près 40 fois là, autour de ces sujets-là. Puis on a toujours des nouvelles affaires à discuter à chaque fois. Mais, tu sais, je pense que là, j'avais une question qui était, quel conseil t'aurais à donner aux débutants qui font ça? Mais je pense qu'on l'a déjà fait. Avec tout ce qu'on vient de parler. Fait que je vais plutôt y aller avec une question, mettons, sideways. Ça serait quoi à ce moment-là ta meilleure, je dirais, expérience, mais pas ta meilleure expérience générale. Ça, après, là, ta plus belle aventure, on va te la poser après. Mais là, mettons, ta plus belle expérience en bushwalking, en sentier mettons, en randonnée hors sentier, ça a été quoi? J'en ai deux en tête. Oui. Les monts Tombstone, là, pour ceux qui sont pas au courant, c'est à 8 heures à peu près au nord de Whitehorse. C'est des montagnes de 3500 mètres dans du granit. C'est extraordinaire. Là. C'est vraiment un endroit peu fréquenté. Puis il y a comme des semi-sentiers, mais tu peux pas vraiment te perdre en fait. Là, tu marches sur le sentier, mais au bout de la ligne, tu es dans une vallée. Puis rendu au bout de la vallée, il y a un lac. Fait que, tu sais, tant que tu passes pas l'autre bord des montagnes, des deux bords, ben, t'es dans la bonne direction. Puis, on avait fait un bout sur les sentiers, puis j'étais avec un gars de Nouvelle-Zélande là-bas. Puis, à un moment donné, on arrive une journée qu'on avait prévue plus mollo, tu sais. On s'était dit, on va arrêter ici, puis on arrête à midi, puis on était trois. Il y en a un qui voulait plus avancer. Il monte sa tente, il décide de faire une sieste. Puis, tu sais, au Yukon, l'été, il fait clair 24 heures sur 24. Fait que moi puis lui, on regarde les montagnes puis on se dit, OK, on s'en va là-bas. T'sais. Fait qu'on est juste... On a passé une journée à errer, genre, dans une espèce de vallée alpine de toundra. On a vu des lagopèdes alpins, on a vu des caribous, on a vu plein d'affaires. On a été toucher des glaciers. J'avais pas tant d'expérience, on a sûrement pris plus de risques qu'on aurait dû, là. Mais ça a été capoté, cette journée-là. Vraiment, là, c'était comme juste, on explore tout comme on veut. Fait que, puis l'expédition était un peu de même, mais il y avait plus, il y a des bouts de sentiers, des bouts qu'il n'y en a pas. Mais cette journée-là, ça a été comme une des belles expériences. Il faisait beau, il faisait chaud, on a eu des paysages à couper le souffle. Ça a été capoté. On se sentait seul au monde, dans l'autre bout du monde, dans le nord du Yukon quand même. Là, c'était vraiment un bel endroit. En fait, le Yukon, moi je dirais à tous ceux qui veulent un jour vivre des expériences de sauvage et de solitude, là, c'est la place où aller, là, définitivement. Sinon, une autre expérience de type bushwalk, parce qu'en Abitibi, j'en fais beaucoup, mais c'est beaucoup une journée, peut-être une nuit, puis j'en reviens. Il y a plein de choses à voir, là, mais j'ai rien de plus marquant qu'une autre. Mais l'autre place que j'ai beaucoup aimé hors sentier, c'est les Monts Gros. Puis je trouve que la nordicité, les épinettes, ces affaires-là, c'est des grosses montagnes dans des épinettes. C'est rugueux, là, je sais pas comment le dire. Là, comme ça sent la rigueur. Là. Tu le sais que ces arbres-là, là, ils l'ont pas facile jamais. Là, ouais, comme les Anglais, ils disent rugged. Ouais, c'est ça. Puis tu le sais, il y a juste la route qui monte à Fermont. Puis si tu vas à l'autre bord, la prochaine chose que tu croises, c'est une traque de chemin de fer peut-être à 100 km de ce route-là. Puis après, ça va être comme l'océan Atlantique à l'autre bout du monde. Fait que c'est comme une espèce de méga grande terre sauvage là, qui a été fréquentée par les Autochtones beaucoup, mais que nous, on connaît moins. Puis j'y avais été dans le cadre d'un tournage. Je travaillais comme guide d'expédition pour le tournage d'Expédition Extrême. Là. Il apportait des gens en situation de survie. On s'était fait débarquer en hélicoptère en plein milieu du massif des Monts Gros. Puis il fallait revenir. Ça a été l'expé ultra tough. J'étais avec Jacob Racine, qui est un des membres de l'Expédition Accor, là, qui ont traversé le Canada en ski. Oui. C'était aussi un des guides de ce tournage-là. Puis ça a été le bordel. Ça a été ultra difficile. Il était pas censé avoir de neige. Il y avait 6 pieds de neige rendus au top. On n'avait pas de raquettes pour tout le monde. On traînait du stock de caméras. Ça a été vraiment comme l'enfer. C'est une des affaires qui m'a le plus brûlé physiquement à vie. Là. Mais j'ai trouvé ça beau de A à Z. Il n'y a pas un moment où je me disais, waouh, c'est pas. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, c'est pas beau ce que je vois. Fait que les Monts Gros, ça me fait capoter quand même. Ça a l'air vraiment gros, pis t'es pas le premier qui nous en parle, pis moi, j'ai jamais été, un jour peut-être. Je viens de Bécomo, moi, fait que, tu sais, je n'entends parler souvent, mais c'est drôle, là, on dit que nul n'est prophète là, dans son village, ou je sais pas trop, là, dans son pays. Dans son pays. Puis moi, as-tu vu, c'est tellement niaiseux. Je suis allé voir Manic 5,
je reste à Bécomo, là, quand on s'entend, là. J'étais à 2h30 de Manic 5, là. Puis, je suis allé voir Manic 5, j'avais 25 ans. Puis c'est quand un de mes chums de Sherbrooke est descendu parce que il voulait aller le voir. Tu sais, nous autres, là, des barrages, la Bécomo, il y en a un à tous les freaking coins de rue, là. Fait on le sait qu'il est là, Manic 5. On sait que c'est beau, mais c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, puis... Tu sais, Marie-France a dû vous en parler, mais tu sais... Ben oui, son projet Upichica, oui. Son beau projet. Oui. Puis, tu sais, je pense qu'elle a le même coup de cœur, tu sais, puis il y a des expéditions ski aussi à faire sur le réservoir Manicouagan qui sont extraordinaires. Oui. Tu sais, puis c'est un endroit, c'est un terrain de jeu pour beaucoup d'aventuriers. Je connais 1 million de personnes là, qui vont s'entraîner là sur le réservoir Manicouagan en ski pour aller sur d'autres expéditions dans l'Arctique. Puis, tu sais, dans ces coins-là, il y a Fred Fournier aussi là, qui guide avec Attitude Nordique, qui est un guide super bon. Puis, ça tente prospecteur caché quelque part dans les monts gros. Puis, à chaque année, il va là l'hiver, il fait de l'escalade de glace, il fait du ski, il fait tout. Là. Ouais, moi, écoute, si j'étais à Bécomo, je pense que je passerais beaucoup de temps dans les monts gros. Je veux pas te blâmer, mais t'as manqué quelque chose. Ah non, ouais, je le sais, tout le monde m'en parle. Puis, je me dis qu'un jour, j'aimerais ça. Mais, encore une fois, je suis un gars de la Côte-Nord, mais je suis un gars de la Côte-Nord qui haït tellement, en bon québécois, je m'excuse tout le monde, on le blankera au montage. Asti que j'haïs Bébite, man. C'est... Puis mon gros, je pense qu'il y a 3 jours dans l'année où il n'y a pas de Bébite, là, genre. Fait que ça, moi, c'est le bout qui me décourage d'aller dans des places de même. Ben, tu sais, les Monts Gros, là, c'est tôt au printemps. Ou tard l'automne, mais tu sais, puis c'est un gamble, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'évacuations. Oui, à cause de la neige. Tu peux être là, il n'y a pas de neige, puis 5 jours après, il y a 6 pieds de neige. Oui, surtout à l'automne, surtout à l'automne. Tu sais, d'un point de vue sud du Québec, là, tu peux avoir des conditions de janvier en octobre là-bas. Là. Puis les gens se font souvent surprendre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'évacuations. Ben, c'est arrivé, v'là 2 ans. Moi, j'ai été... je suis retourné travailler par chez nous pendant une certaine période de temps, puis j'étais ambulancier dans une autre vie, puis je connais tous les gens de la Sûreté du Québec, tout ça, plein de monde, encore des amis qui sont en place là-bas, puis je pense, ça remonte, je pense, juste avant le COVID, 1 an avant le COVID, qu'il y a une gang là, de jeunes, là, je pense qu'ils étaient 4 ou 5 ou 6, là, qui se sont fait pogner d'une tempête de neige, là, mais dans un blizzard au mois d'août. Je veux dire, la température a passé de 20 degrés à moins 30 dans un blizzard monumental, puis on s'entend, il était 0 prêt pour ça, là. Tu sais, je veux dire, il était pas au mois de septembre, il était pas au mois d'octobre, je pense qu'il était fin juillet ou mi-août, quelque chose comme ça. Puis ils ont failli y passer, toute la gang, là. Ouais, il faut toujours, ces endroits-là, moi je m'étais fait dire avant d'y aller, il faut toujours que tu considères, peu importe le moment de l'année, que ça va être l'hiver en haut. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, vas-y donc, Jonathan. Ouais, mais là, c'est ça, mais là, tu nous as parlé de comme tes plus belles aventures de comme bushwalking un peu, mais dans toutes les aventures que tu as faites, ça serait quoi ton aventure favorite? C'est tellement... C'est dur, là, parce qu'il y a tellement de belles rivières que j'ai faites en canot, comme la rivière du Moine, que je guide souvent. C'est un des endroits aussi les plus beaux au Québec. Là. C'est la frontière entre le Témiscamingue et l'Outaouais. Il y a des rivières dans le nord aussi, la Ricana, la Broadback. J'ai moins été en plein air à ces endroits-là, mais j'ai eu beaucoup de contrats de formation de secouristes pour Hydro-Québec. Toute la Trans-Taiga qui relie LG2, LG3, LG4. C'est des endroits comme sauvages, c'est isolé. Moi, ça, il y a quelque chose qui me parle beaucoup là-dedans. Là. Une des grosses aventures que j'ai vécues, c'est pas nécessairement la plus belle, mais c'est clairement il y a 2 ans quand j'ai skié de Rouen jusqu'à Montréal. C'est une aventure assez marquante. Sinon, je dirais la Grande Traversée, je pense que c'est dur à côté. Là. Il y en a plein. Là. Les 4 mois au Yukon aussi. Là. Mais la Grande Traversée, mettons, d'un point de vue unique, je ne revivrai jamais ça. Puis il y a des moments aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a la baignade dans le milieu de l'Atlantique. Les vagues de 14 mètres, là,
c'est quelque chose à vivre dans une vie. Là. Tu te dis, tu te sens vivant à ce bol. Là. Faut que tu grimpes dans le mât. Le mât, lui, il tangue de 45 degrés à 45 degrés. Il est 30 mètres de haut. Tu grimpes pour aller carguer les voiles, fait que les attacher, dans le fond. Puis là, t'es dans un mât à 25 mètres au-dessus de l'eau. Puis là, ça part. Puis t'es complètement au-dessus de l'eau. Puis là, les vagues sont aussi hautes que le mât. C'est comme fou, là, un peu de penser de vivre ça. Là. Tu te sens comme dans un film de pirate. Là. Puis il y a un des beaux moments aussi, là, je me rappellerai toujours de ça. C'est à Charlevoix. On venait de sortir des tempêtes, dans le fond, parce qu'on a pogné des tempêtes un peu à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. Puis il y avait des poulies qui avaient été ajoutées pour faire fonctionner les voiles. On montait pour les défaire. Tu t'enlèves le gréement qui n'est pas nécessaire dans ces temps-là. Puis c'était une journée brumeuse. Puis la nappe de brouillard était comme à 10 mètres en hauteur. Puis moi, je travaillais à 15 mètres dans le mât. Fait que j'étais dans le mât du bateau. Je travaillais sur la voile, puis à un moment donné, le brouillard est arrivé, puis je voyais plus le bateau pantoute en dessous de moi. Ce que je voyais, c'est les deux autres mâts qui sortaient avec les autres qui travaillaient dedans. Oh my God! Des trous, genre, dans la brume, à travers, dans lequel tu voyais des belugas passer de temps en temps. Puis dans le background, sur le bord du fleuve, t'as genre Charlevoix, dans toute sa splendeur, à hauteur des Escumins, avec comme les montagnes, puis tout. Fait que on était au-dessus de la brume, comme sur des bouts de bois, qui flottait dans le milieu de nulle part. C'était capoté. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs, toute aventure confondue. Là. Ouais. Ouais, ok, ouais. On le serait... Oh my God, on le serait à moins. Ben, passons d'un extrême à l'autre. Que tu dirais, mettons, dans une de tes expéditions, aventures, c'était quoi ton plus grand défi? Ou j'aime encore bien mieux, moi, dire le moment où tu t'es vraiment là senti, mettons, le plus hors de ta zone de confort. Là. Genre, là, tu sais, un moment là, qu'est-ce que je fais ici, là? C'est dans mon expé de ski, ça, c'est clair. C'est comme passer sur un coup de tête. Je me suis dit, moi, skier de chez nous jusqu'à Montréal pour aller faire ma chronique à moteur de recherche. C'était comme ça le concept. Fait que je partais de ma cour avec le ski, puis je me rendais à Montréal, tu sais. Puis, tu sais, là, avec la Poulka, avec le traîneau au début, puis là, je passais de lac en rivière jusque comme vers le Témiscamingue. Puis après, je prenais des chemins forestiers comme désaffectés dans la réserve faunique La Vérandrie du Témiscamingue. Fait que j'étais pas sur le bord de la 117, là, j'étais vraiment comme dans le bois. Avec un ami, puis il y a 1 million de moments où je me dis qu'est-ce que je fais ici. Là. La première nuit, dans ma tente, il faisait moins 42. Ouf! Là, j'ai encore du signal, je sais que je suis pas loin de la ville. Puis là, je suis couché, puis je porte tout ce que j'ai, puis j'ai encore fret, puis ça m'est jamais arrivé en expédition d'hiver. J'en ai quand même fait pas mal. Puis là, je regarde mon cellulaire dans mon sleeping bag, puis là, je vois ça, moins 42. Je me dis, tu sais, c'est pas ressenti cette température au thermomètre. Puis dans les 10 premiers jours, j'ai facilement eu au moins 6 jours à moins 35 et plus froid là, dans la journée. Oh! Dans la nuit, ça descendait toujours pas mal autour de moins 40. Puis dans le jour, ça restait tout le temps plus froid que moins 30. Fait que, tu sais, toute ta journée, c'est gérer le fret. Là, tu t'enlèves tes mitaines 2 secondes, te fret aux mains, t'arrêter pour dîner, c'est plus compliqué. Souper, c'est plus compliqué. Il faisait même pas ça à alerte au Nunavut. Là. Fait que c'était quand même surréel. Mais, tu sais, ça, je pouvais dealer avec. Mais je dirais, ce que j'ai beaucoup sous-estimé dans cette expédition-là, c'est que je partais du sauvage vers la civilisation, dans le fond, vers Montréal. Puis, plus je m'approchais, plus je trouvais que je détonnais. Puis il y a un bout, je marchais sur le bord de la 117 dans le parc de la Vérandrie pour sortir du parc. Là. Il y avait un 40 km qu'il fallait que je marche. Puis là, je recevais le sel des camions, genre, parce que les autres, c'est pas déblayé pour qu'il y ait quelqu'un qui marche sur le bord de la 117. Là. Fait que les gros fardiers passaient à côté de moi. Je recevais de la slush puis du sel. Puis là, à la fin de ma journée, j'étais plein de sel, plein de sable, de déneigement, puis tout. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fait ici, là, ça avait aucun bon sens. Puis ça, en plus, ça a été ma pire nuit, parce que j'ai passé une nuit j'ai dormi direct sur le bord de 117 dans ma tente. Puis il faisait moins 20 quand je me suis couché, puis quand je me suis levé, il faisait 0. Fait que, tu sais, un sleeping bag d'hiver, c'est un moins 30. Tu te couches pour être confortable, mais limite, parce que si tu sues, tu le compromets. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais tout trempe. Je me suis jamais réveillé dans la nuit. J'avais sué, là, j'étais comme un slip trempe. C'est compromettant pour le reste, c'est ta sécurité. Après, au stock trempe, il isole pas mal moins bien. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Aucun bon sens, tu sais.
Puis, dernier détail par rapport à ça, comme je dis, plus je m'approchais, plus j'étais juste un weirdo qui marchait comme dans des villages, dans les Laurentides, puis, tu sais, ou qui skiait, tu sais, avec les skis strappés à Laval pour rentrer, puis il y a une affaire qui m'a vraiment marqué, tu sais. Fait que là, moi, je suis hors sentier, sur le bord des routes, dans des chemins de quad, dans des affaires. Puis là, j'arrive à Labelle. Puis là, rendu à Labelle, là, je peux commencer à skier sur le train du Nord parce qu'il y a des parties où c'est des sentiers fédérés de motoneige. Puis t'as pas le droit d'être là-dessus. Tu vas te faire arrêter, c'est sûr. Fait que là, je suis hors des sentiers de motoneige. Puis j'arrive dans des portions tracées un peu avant Mont-Tremblant. Fait que là, c'est super bien tracé. C'est des tracks, là, bien drettes. Puis moi, j'ai un traîneau, j'ai un sac à dos de 110 litres sur le dos. Puis là, je suis en train de skier. Puis, de temps en temps, il faut que tu arrêtes parce que tu as des stops avec comme des routes asphaltées. T'sais. Puis, il y a une petite madame dans son kit de spandex, tu sais, comme top qualité, la grosse patente. Là, la madame, elle sent bon. Moi, c'est sûr que je sens le diable. Là. Ça fait genre 20 jours que je suis en expédition à ce moment-là. Tu passes à côté des chalets qui valent comme 5 millions des deux bords. Là, tu te dis comme, qu'est-ce que je fais ici? Puis là, madame, elle me regarde, puis elle me dit, oh, tu sais, avouez bien que j'ai un traîneau puis j'ai un sac qui traîne du stock comme si je partais 2 ans en expé. T'sais. Puis elle me demande, t'arrives de où? Comme ça. Puis là, j'ai dit, ben, d'Abitibi. Puis elle a fait juste me regarder, elle a fait, ah, c'est beau là-bas. Puis elle repart en ski comme. Elle, dans sa tête, j'étais parti la veille. Là, comme, je venais d'arriver. Moi, ça fait 20 jours, là, je suis comme déglacé de sel pis tout. Puis je suis comme. Je l'ai vu partir, je me suis dit, je fais pas ça pour elle ou pour l'impressionner. Mais à quel point elle comprenait pas ce que j'étais en train de vivre. Non, mais probablement, elle pensait probablement que tu es arrivé avec ton stock dans ton auto, puis que là, tu venais de débarquer ça là. Parce qu'il y a personne qui pensait probablement que tu étais assez cave pour être parti de Rouen en ski jusque-là. Mais ça face, là, de ah, c'est beau là-bas, tu sais. Hey, je la regarde comme ça, je me dis, oh mon Dieu, je suis pas sorti du bois. C'était tellement sale, je sentais tellement le diable rendu au village de Tremblant parce que les pistes passent dedans. Il fallait que j'arrête pour prendre de l'eau. J'ai même pas osé arrêter au dépanneur. Je me suis fait bouillir de la neige à la place. Comme les gens vont juste trouver que je suis bizarre, là, tu sais. Puis là, rendu à Montréal, là, c'était comme pire. Là, tu sais, je marchais sur Saint-Laurent avec mes skis puis mon sac à dos en arrière, puis je me rendais à la tour de Radio-Can. Puis là, j'étais juste comme. Là, j'étais clairement juste un weirdo parmi des weirdos. Là, ce gars-là, il y a des skis. Ah, mais. Ok, là, on déborde un peu, mais il faut que je compte une anecdote. Dans cette expédition-là, je me suis fait enjoindre par des gens. Il y a un ami qui a skié un bout avec moi au début. Puis à un moment donné, il y a des messieurs qui m'aidaient à faire le tracé dans la Haute-Laurentide. Gilles puis Jerry Ware, qui sont bien impliqués dans le monde du ski là-bas. Puis on arrive à la réserve Papineau-Labelle. Okay? Puis il y a comme une espèce de pourvoirie privée à côté. Puis on est là, il fait comme moins 32. On est dans le milieu de nulle part. Puis là, on arrive, on voit comme la cheminée roule, puis tout. Puis là, on se dit, aïe, aïe, on peut peut-être arrêter. Puis là, on cogne, puis là, les gens nous accueillent, ils nous donnent de l'eau bouillante, tu sais, ils nous aident, on dort dehors pareil, on fait nos affaires. Puis c'est comme une famille qui fait un party de famille qui sont là. Puis dans la gang, il y a un gars qui vient du Venezuela. Il vient d'arriver au Québec, ça fait comme 2 ans qu'il est au Québec. Puis lui, l'hiver, là, il y a de la misère. Là, puis juste le fait de se rendre à Papineau-Labelle en char, pour lui, c'est comme une affaire comme pas possible, là, l'hiver. Puis moi, je débarque là, ça fait comme 19 jours que je suis en ski à ce moment-là. Puis il sait qu'il a fait de fret, là, il capote, il comprend pas. Puis le lendemain, avant qu'on parte, il sort dehors, il me prend en photo, puis il dit comme, ah, ça se peut pas, genre, que tu sois encore vivant. Fait que, c'est comme, il capote bien raide, tu sais. Puis là, on part, puis là, je fais le reste de l'expédition. Puis là, j'arrive, puis à un moment donné, comme 15 jours plus tard, je suis à Montréal, sur Saint-Laurent, puis j'entends un char qui est comme... Puis qui klaxonne, puis il arrête pas. Je me vire de bord, c'est le Vénézuélien dans son char, sur Saint-Laurent. Ben voyons! Regarde que j'ai croisé, genre 15 jours avant, réserve Papineau-Labelle, qui est là, puis qui capote sa vie, là. Il part, il se stationne, il sort, puis il est comme « T'es vivant! T'es vivant! » C'est comme un moment extraordinaire. J'en revenais pas, là. Les chances, je le croise. Puis même moi, j'étais genre, waouh, toi aussi, t'es vivant. Tu sais, j'étais comme, ça se peut pas. Là. Ça se peut pas qu'on se croise par hasard à Montréal, mais c'est arrivé. Tu sais. Oh my God, wow. C'est vraiment trop bon. OK. Puis, sinon, tu nous comptais aussi que tu repars bientôt, il me semble, dans une prochaine aventure. Oui, tout à fait. Là, justement, avec Marie-France, que vous avez déjà reçue,
On a comme projet, là, ça se peut que les conditions de neige soient difficiles, mais on a comme projet de traverser en ski le lac Mistassini. Fait que c'est au nord de Chibougamau, ça, c'est une expédition qui va osciller entre 160 et 200 km de ski hors piste sur le lac. Fait que là, on est comme en train de... On le planifie, là, on va peut-être avoir un plan B parce que il y a de la pluie, il y a tout le lac qui est plein de slush. Ça peut être une expédition qui pourrait s'avérer vraiment difficile. Fait que là, ouais, à court terme, c'est ma prochaine expédition, ça va être ça. Hey, donc, t'as prévu un peu plus long terme ou pas encore? J'ai peut-être des gros projets, là, genre de 600, 700, 800 km dans le nord du Québec, là, mais ça va rester entre vous puis moi. OK. C'est encore sacré, c'est ça. Entre nous puis toi puis nos 108 000 abonnés. Ouais, c'est ça. Hey, question comme ça, juste une petite question technique. Quand vous faites des journées, mettons, d'expédition de ski comme ça, là, avec la Poulka puis tout le kit, en moyenne, vous faites combien de kilomètres dans une journée? T'sais, dans une bonne journée, là, une journée qui va bien, là, vous faites combien de kilomètres? Ça dépend. Ça va dépendre beaucoup de la qualité du skieur, je dirais. Là. Je ne parlerai pas pour les autres, mais moi, j'ai fait beaucoup de ski de fond dans ma vie. Fait que je suis quand même un bon skieur. Puis, il y a un des amis, je connais moins Samuel, mettons, puis Marie-France d'un point de vue expédition de ski. Mais le gars avec qui je vais, lui, il a fait le tour du réservoir Manicouagan en comme 4 jours. Là. Il faisait des 45 par jour avec la Poulka. Ce qui est quand même 45 par jour, là, vous ne trouverez pas grand monde qui vont faire ce genre de distance-là. Puis moi, les expés que j'ai fait avec, on faisait souvent dans des belles conditions sur un lac, ça dépassait le 30, pas mal tous les jours. OK. On a déjà fait des 38, des 40 ensemble. Lui tout seul, il est un petit peu plus en forme que moi. Je dirais, mettons, là, en moyenne, si tu veux un estimé réaliste sur un lac, de surface plane, ça va être autour de 20. OK. Dans le fond, c'est sûr que, mettons, tu traînes pas de Poulka, c'est sûr qu'en ski de fond, tu vas plus vite que quelqu'un qui est en rando, là. Mais à partir du moment où tu es obligé de traîner à Poulka, tu dois quand même aller un petit peu plus vite, pareil, je suppose, que quelqu'un, mettons, qui randonnerait. Oui, tout à fait. Tu sais, la Poulka, les Poulka, les mieux faites, c'est sur des listes de téflon. Fait que sur le plat, ça glisse beaucoup. Tu le portes pas tant que ça, ce poids-là. Là, tu le sens même. C'est qu'à va dire, là, j'en parlais justement hier, mais tu peux avoir une Poulka de 100 livres dans des bonnes conditions, tu ne la sentiras pas vraiment. Si c'est une bonne Poulka. Ouais, avec le bon harnais puis tout, là. Ouais, c'est ça. Puis elle va glisser comme il faut. Là. Fait que tu n'apportes pas sur tes épaules, elle glisse en arrière de toi. C'est ce qui est un gros avantage. Mais si tu commences à jouer avec du dénivelé, là, fait que la montée puis la descente, là, ça devient tough en maudit parce que là, la Poulka tire vers l'arrière. Fait que même si tu as une bonne zone de kick, entre guillemets, sur ton ski, là, et l'adhérence est compromise parce qu'il y a quelque chose qui tire vers l'arrière. Fait que c'est là que, mettons, dans des exprès avec beaucoup de dénivelé, t'es mieux d'avoir un sac à dos. Mais le sac à dos, tu vas l'avoir sur ses épaules. Fait qu'il est quand même dur à traîner aussi. Mais il ne tirera pas par l'arrière, il va t'écraser sur place. Ouais, c'est ça. Ça rend ton ski plus efficace pour kicker. Fait que c'est ça. Les expés de lac, là, 20 km, là, moi, je trouve ça très réaliste. Là. Souvent, je prévois plus 25, mettons. Okay. Puis 25, je me garde une marge. Mais comme là, les conditions du lac, s'ils sont vraiment pas bonnes, ça se pourrait qu'on descende à 15. Puis dans les pires conditions que j'ai eues dans mon expé de ski jusqu'à Montréal, justement, c'était ces chemins forestiers. Il n'y avait pas de trail tapé. Il devait avoir un pied de neige un peu plus par bout. Là, on faisait... mettons, j'aurais été capable tout seul de faire 15. Le partenaire avec qui j'étais avait un peu plus de misère, fait qu'on se limitait plus à 12 dans nos journées. Puis on avait des Poulka dans des montées, dans de la neige molle. Là, fait que, OK. Wow, OK, ça fait beaucoup de choses. Moi, j'aimerais ça te laisser la chance un petit peu parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est de nous jaser un peu. T'as une agence, toi, qui offre des expéditions et tout ça. Puis après avoir entendu, puis je suis sûr que nos passionnés, après avoir entendu toutes tes aventures, puis là, savoir que tu as une entreprise qui organise des expéditions, il y en a sûrement qui vont dire « Oh my God, je veux tellement aller faire une expédition avec lui. » Moi, le premier. Parle-nous donc de tout ça un peu. C'est quoi le nom de ton entreprise, puis qu'est-ce que vous faites un peu, tout ça? Ben, l'entreprise s'appelle Exode, bâtisseur d'aventure. Puis, grosso modo, là, fait que exode.ca, pour ceux qui veulent trouver l'entreprise en ligne. On va mettre le lien, tout ça.
C'est pas mal un one-man show, cette histoire-là. Là, fait que c'est pas mal moi. Fait que, tu sais, le volume d'expédition est assez limité parce que c'est moi qui guide tout. Fait qu'il y a 3 volets à ça. Là. Il y a un volet corporatif. Fait que des retraites stratégiques, des affaires de même. Que je fais de temps en temps. Il y a le volet de formation, parce que je suis formateur dans beaucoup de disciplines en plein air. Puis, grosso modo, généralement, c'est des expéditions. Puis le concept de l'entreprise, à la base, quand j'ai lancé, le but, c'est que les gens arrivent avec un rien à part leur linge, puis que le reste est fourni. Les tentes, les sleeping bags, les matelas de sol, le canot, les pagaies. Surtout dans le domaine nautique, un peu dans le domaine hivernal aussi, en ski. Puis c'est du sur-mesure. Fait que, généralement, ça va... C'est rare que j'ouvre un groupe en disant « Hey, je fais telle expédition, joignez-vous à moi. » Généralement, c'est des gens qui m'appellent, ils me disent « On est 4, on veut faire une rivière. » Fait que là, après, je vais déterminer avec eux autres, bon, avez-vous de l'expérience en canot? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez relaxer? Vous voulez vous dépasser? Vous voulez faire de l'eau vive? Puis là, je vais monter un parcours sur mesure pour eux autres. Fait qu'on va dire, OK, on va aller sur la rivière du Moine, telle section, ça donne 3 jours. Vous allez faire autant de rapide que d'eau calme. Fait que je monte un parcours vraiment en fonction de ce que les gens ont le goût. Puis s'ils me disent, on a nos tentes, on s'en occupe, ben, tu sais, comme j'enlève ça du prix, mais généralement, je pars avec l'idée que les gens ont rien. Fait que ça ressemble à ça. Ouais. Des forfaits sur mesure en plein air, ça peut se passer n'importe où au Québec. C'est sûr que s'il faut que j'aille à Bécomo pour guider, il va y avoir des frais de transport un peu plus élevés, mais je vais peut-être référer ailleurs, mais je m'en vais dans le parc, dans la réserve faunique de la Vérandrie, je vais vers le nord aussi, le nord de l'Abitibi, nord du Québec, là, ces coins-là, c'est ça. Ouais. Fait que le but, c'est que les gens se cassent pas la tête. Puis ultimement, mon vrai but, c'est que les gens aient du plaisir. Le type 2, le fun de type 2, tu sais jamais comment les gens vont réagir à ça, mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils décrochent dans le bois, qu'ils se sentent bien, de ne pas avoir de cellulaire, de pas de signal, pas de courriel, qu'on mange bien le soir, qu'on rit, qu'on ait du fun, puis que chaque jour soit une belle journée en expédition, dans le fond. Wow, c'est super le fun, ça. C'est vraiment super intéressant. J'aime bien ton expression. Je voulais le dire tantôt, mais là, je te laissais aller ton histoire de fun de type 2, là. Oh my God. Je trouve tellement que c'est une belle expression. Je me voyais tellement quand tu disais ça, là. Tu sais, tu parlais de course de trail tantôt. Tu sais, moi, j'ai fait de la course de trail. J'en fais encore un petit peu. De la course à obstacles, pis ces choses-là. Puis tu sais, le genre de course que tu fais. Puis quand la course a fini, là, puis pendant la course, tu fais plus jamais. Puis que là, genre, une semaine après la course, tu vois un rabais pour une autre course, là, puis comme, ah, ben tabarnouche, je vais m'inscrire. Une semaine après, tu disais que t'en ferais plus jamais de ta vie. Puis tu sais, juste il y a pas longtemps, Eric et moi, on a fait ma première expérience de comme camping d'hiver. En étant là, Eric est témoin, j'ai détesté, là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, plus jamais. Le lendemain matin, la journée d'après chez nous, j'étais comme, hey, j'ai aimé ça, puis j'ai goût de repartir. Pourtant, j'ai sacré tout le week-end. Ben, c'est ça, puis tu sais, après, bien encadré, ça aide beaucoup aussi. Il y a tellement, surtout pour le camping d'hiver, il y a 1 million de trucs qui font la différence entre j'ai une nuit de merde ou j'ai une nuit correcte. T'sais. Fait que là, c'est là, je dirais, tu sais, je fais de la promotion d'un professionnel, mais en même temps, c'est vrai pour plein de professionnels. Ce serait René-Claude Bastien, Fred Fournier, à Bécomo, etc. Tu sais, les expériences sont déjà faites. Là, fait que si je te dis, hey, apporte ça, puis on va voir pourquoi dans le bois, puis là, tu fais comme, ah ouais, ça a vraiment fait une différence entre j'ai eu Fred toute la nuit ou finalement, j'ai pas eu Fred pantoute. Non, oui, définitivement. Hey, ouais. Je t'ai entendu parler, j'ai entendu rapidement dans ta phrase Fred Fournier. Tu connais-tu bien Fred? Oui, je le connais un peu parce qu'on a justement, il était dans l'expérience des Montgrous. OK, parce que... Pour Expédition Extrême. Ouais, parce que Fred, moi, j'étais allé à l'école avec, puis on se connaît bien quand même, là, tu sais, puis j'étais allé le voir l'été passé, justement, à Bécomo, profiter des belles activités qu'il offre là-bas, là, puis ça, en passant, là, je fais une petite pub, là, mais vous allez dans le coin de Bécomo, là, Attitude Nordique, là... Non, vous avez pas le choix. Non, tu n'as pas le choix, là. C'est un incontournable. Ah oui, c'est un incontournable au Québec, même. Ah, clairement, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, là. Ça nous rend fiers de voir, tu sais, qu'il y a du monde qui font des belles affaires en tourisme, là, en plein air d'aventure au Québec, là. Fait que vous regarderez ça, là, ceux qui vont dans le coin de la Côte-Nord, là, Attitude Nordique, là, manquez pas ça. Puis là, on parlait de Fred Fournier, qui est un des propriétaires, qui est justement là, un gars de plein air incroyable sur la Côte-Nord, là.
Oui, tout à fait. Ben, on va conclure là-dessus, Guillaume. Hey, garde, ça a été un plaisir et un fun incroyable à t'avoir avec nous autres. On en a ri un coup, on en a appris plein de choses. Je pense que ça va vraiment être un des vraiment sérieusement très très bons podcasts qu'on a fait jusqu'à maintenant, là. Bon. T'as su être intéressant comme on dit au début. Ouais, à la hauteur des attentes. Super. Oui, on va te donner ta petite badge là. Invité intéressant. Ben, en tout cas, on espère que tu as aimé ton expérience à notre podcast. En tout cas, nous autres, comme on vient de le dire, on a vraiment aimé ça. Ouais, super, ben, ça a été un plaisir partagé. Moi, parler du plein air, comme je disais, c'est toujours un plaisir, fait que n'importe quand. Ben, les passionnés, c'était Guillaume Rivet à Jason Rando avec Joe? et Lavio. Donc, encore une fois, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à aller nous donner une petite note sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez. On en a évidemment plein d'autres. Gâtez-vous, écoutez-les, mais surtout, partagez-les avec vos amis. C'est vraiment important. Puis, encore une fois, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Yes, merci tout le monde, puis merci Guillaume. Ça fait plaisir. Merci. Allez, Bye bye. à plus.